Bonjour à tous et à toutes et bienvenue lors de ce moment d'échange qui concerne Ready. On commencera bientôt, mais je veux d'abord parcourir quelques points pratiques. Donc, il y a de l'interprétation lors de ce webinaire. Si vous désirez de l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de votre écran et vous pouvez sélectionner votre langue, donc le néerlandais ou le français. Ensuite, normalement, vous avez pu poser vos questions à l'avance. Si vous avez encore d'autres questions, c'est toujours possible de les poser lors du webinaire. Nous avons un bouton spécifique en bas, c'est le bouton Q&A. Ces questions sont envoyées au modérateur et seront répondues lors d'un moment dédié. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'un orateur soit fini. Vous pouvez tout le temps cliquer sur le bouton. Il y a également un chat, mais on vous demande de ne pas l'utiliser, de poser vos questions dans le Q&A et pas dans le chat. C'est plus compliqué à gérer. Il est également possible de revoir notre webinaire sur notre site web ainsi que sur YouTube. Donc, ce sera enregistré pour les collègues qui ne peuvent pas être là. Je vous souhaite un beau moment d'échange et je donne la parole au président du SPP Intégration Sociale, Alexandre Lézy. Dank u Anne. Welkom aan iedereen Merci voor Anne, deze bienvenue à tous et à webinaire. toutes à ce Bienvenue webinaire. à toutes et à tous pour ce webinaire consacré à Rémi. Alors, depuis le mois de mai 2023, il y a déjà 420 CPS qui ont signé un contrat pour utiliser ce nouvel outil et plus de 17 000 dossiers qui ont déjà été introduits dans l'application. Une première enveloppe de 35 millions a été répartie entre les CPS participants pour pouvoir octroyer des aides sociales complémentaires pour des personnes précarisées en fonction évidemment de leurs besoins spécifiques. Nous prévoyons également une deuxième enveloppe de 35 millions qui sera octroyée à partir du 1er mars et ce jusqu'aux fin d'année 2024. Alors, pour aider les CPS à se familiariser avec ce nouvel outil, on a organisé différentes animations. Il y a eu un webinaire qui a été organisé. Il y a eu différentes sessions de formation plus généralistes, plus spécialisées. Il y a un manuel qui est à votre disposition, un livre. Il y aura encore des sessions de formation qui seront à votre disposition dans les prochaines semaines. Mais plusieurs CPS s'interrogent sur la meilleure façon d'intégrer cet outil dans leur politique sociale existence. Ils se posent différentes questions, comme comment peut-on fixer des priorités, à quel groupe cible faut-il réserver ce budget de référence, comment on peut tenir compte également des limites financières du CPS. On s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait le mieux pouvoir y répondre. Et pour aider les CPS dans la mise en œuvre de ce nouvel outil, il nous a semblé intéressant de donner la parole à des CPS qui ont déjà une longue expérience en la matière. Et donc, l'objectif est d'échanger avec eux sur des pratiques de terrain. Et je remercie d'ores et déjà les CPS de Saint-Nicolas, de Gand, de Balen et de Bruges qui ont accepté de partager leur expérience avec vous. C'est Martine Dingemans, Laurent Nissen et Bérénice Storm qui vont animer ce dialogue avec les 4 CPS qui ont accepté de partager leur expérience. Vous aurez également la possibilité d'intervenir, comme l'a dit Anne, en posant vos questions via la touche QNR. Et mes collaboratrices, Lydie Van Doorn et Isabelle Martin, seront également présents pour répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une intéressante session d'information. J'espère que cette session d'information répondra à vos attentes. Ik wens aan iedereen een zeer interessante Je souhaite webinaire. tous et En ik toutes geef un nu de webinaire woorden intéressant aan et je donne la Martine parole à Laurent en Martine, Bérénice. Laurent et Bérénice. Le microphone de l'orateur n'est pas allumé. Martine, ton microphone n'est pas allumé, on ne t'entend pas.
Il n'y a pas de son à interpréter. Bérénice ou Martine, oui, voilà. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Merci de votre présence nombreuse. Donc, il y a plus de 660 participants. J'en suis ravie. Je m'appelle Martine Egemans, coordinatrice valorisation auprès du Centre d'expertise budget et bien-être financier à la Haute École Thomas More, connue comme CEBUT. Récemment, dans le cadre d'une nouvelle stratégie, nous avons donné un autre nom à nos centres. Donc, nous avons également un nouveau site web qui donne un aperçu de nos activités et de nos projets. Donc, vous trouvez le lien dans le chat avec encore d'autres sources d'informations intéressantes. Ma collègue Bérénice vous expliquera dans quelques instants le contenu de ce webinaire, mais je vous dis déjà que lors du webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions supplémentaires par le Q&A. Mes collègues Marc Fredericks, Sinmei Chu et Lynn Van Tiden vont réunir ces questions. Lors du dernier quart d'heure de ce webinaire, il y a du temps prévu pour des questions et réponses et ses collègues vont poser les questions les plus posées au CPAS qui partagent ici leur expertise avec vous. Donc, les réponses aux questions ne sont pas publiées dans le chat ou le Q&A. Je vais également garder le temps aujourd'hui. Si on ne suit pas bien le planning, vous allez me revoir. Finalement, je veux soutenir ou mettre en lumière que la mise en œuvre du projet Ready en Belgique serait impossible sans la collaboration avec notre partenaire francophone, à savoir l'Université de Liège. Je donne la parole à Laurent Nissen pour vous accueillir et se présenter. Bien, mesdames, messieurs, donc bonjour. Je suis effectivement Laurent Nissen, donc de l'équipe Esprit Stu Liège, donc une équipe multidisciplinaire qui traite de questions de vulnérabilité, mais aussi de santé. Nous sommes donc le partenaire francophone pour ce projet et certains et certaines d'entre vous m'ont déjà rencontré lors des formations sur site ou en visio. Alors avec ma collègue Stéphanie Linchet, nous sommes successivement en charge dans le cadre de ce projet, d'une part de la mise à jour des prix des paniers de référence pour les territoires wallons et bruxellois, du moins pour ceux pour lesquels une adaptation régionale est nécessaire. Et cette mise à jour a eu lieu à l'automne 2022 et sera renouvelée en 2024. Nous sommes aussi responsables des formations REDI dans les provinces wallonnes et en région bruxelloise, également de l'aide aux questions relevant des aspects plus francophones de l'enquête, de la mise en œuvre du projet, et ensuite évidemment des formations de rattrapage qui auront lieu effectivement, dont l'une en tout cas aura lieu la semaine, enfin d'ici une dizaine de jours. Et enfin, nous sommes aussi responsables de la mise à jour des paniers, c'est-à-dire la refonte partielle des contenus des paniers dont je vais dont je vais vous donner quelques éléments d'information ici immédiatement. En effet, ces paniers sont amenés à évoluer de manière à prendre en compte, une fois toutes les 5 ans, les nouvelles normes internationales comme locales, les avancées scientifiques et également les changements culturels. Il s'agit donc de rechercher de nouvelles règles et recommandations. On peut penser par exemple aux recommandations de l'OMS sur la proportion de légumes par rapport à la viande dans le régime alimentaire, mais il y a évidemment aussi des nouvelles règles sur le plan local, donc que ce soit régional ou de l'État fédéral. Et il s'agit également de rechercher les nouvelles données scientifiques, y compris le savoir-faire des experts professionnels, notamment des experts du vécu, donc celui émanant du terrain, sur les changements socioculturels ou institutionnels dans la société, donc les nouvelles habitudes et nouvelles pratiques spécifiques. Alors, ces évolutions peuvent entraîner des modifications dans le contenu et le coût des paniers, des budgets de référence, et c'est ce à quoi, outre le suivi des CPAS sur le terrain, nous sommes occupés en ce moment et pour une bonne partie de la fin de cette année et du début de l'année prochaine. Voilà, j'en ai fini pour ma part pour cette formation, donc je reste en ressources ici pour la suite de la matinée. Je vous remercie.
Il n'y a pas de son. L'interprète n'entend pas la madame parler. Bérénice, on ne t'entend pas encore. Je n'ai toujours pas de son. Voilà, vous m'entendez? Oui. Voilà, je vais recommencer. Merci Alexandre, Martine et Laurent. De mon côté, je vous souhaite tous et toutes la bienvenue lors de ce webinaire. Je m'appelle Bérénice Storms. Je suis active en tant que coordinatrice de recherche auprès du Centre d'expertise budget et bien-être financier. Pendant cette heure, je vous accompagnerai avec un entretien concernant des questions et des réponses avec des personnes qui sont responsables depuis quelque temps de Ready et qui souhaitent partager leur expérience avec vous. C'est Suzy de Balen, Zulika de Saint-Nicolas, Christ du CPS de Gand et Philippe du CPS de Bruges. La conversation se focalisera sur 3 sujets. Tout d'abord, Ready comme outil pour un diagnostic précis des besoins financiers. Deuxièmement, nous allons parler de Ready comme outil pour déterminer du soutien financier complémentaire. Troisièmement, l'im- l'impact financier des options politiques en ce qui concerne le soutien financier complémentaire et son estimation. Sur votre formulaire d'inscription, vous avez indiqué que ces 3 sujets vous intéressent. Certains d'entre vous ont posé des questions spécifiques qui seront intégrées dans l'interview. Les questions posées par le formulaire d'inscription qui ne seront pas traitées lors de ce webinaire seront répondues par un mail immédiatement après le webinaire. Si à la fin du webinaire, vous avez encore d'autres questions qui n'ont pas été traitées, ni lors du Q&A à la fin, n'hésitez pas à les envoyer par après par le help desk. Nous l'apprécions si vous vérifiez si vous ne trouvez pas de réponse dans les questions fréquemment posées sur notre site web ou du site web du SPPIS dont vous trouvez les liens dans le chat. Avant d'entamer notre interview, je veux bien expliquer l'objectif de Ready. Comme vous le savez tous et toutes, l'article 11 de la loi sur les CPAS indique que la tâche principale des CPAS est de garantir le droit aux services sociaux pour que chacun et chacune ait la possibilité de mener une vie digne. Pour déterminer s'il faut une intervention du centre, les travailleurs sociaux doivent, selon l'article 60 de cette même loi, mener une enquête sociale pour arriver à un diagnostic précis concernant l'existence et la taille du besoin de service. Pour le diagnostic des besoins financiers, il faut comparer les revenus d'une famille avec les dépenses nécessaires. Pour ce faire, le Centre d'expertise pour le budget et le bien-être financier a développé il y a 15 ans, à demande de différents CPAS flamands, les budgets de référence et un peu plus tard Ready.
Les budgets de référence sont, comme vous le savez très bien, des paniers de prix de biens et de services basés sur une recherche scientifique. Et c'est une réponse à la question de savoir quel est le revenu minimal nécessaire pour des familles types pour une participation complète à la société. Pour de plus amples informations concernant le contenu de ce budget de référence, vous pouvez consulter le lien communiqué dans le chat. Par l'outil Ready, les travailleurs sociaux dans les CPAS peuvent adapter le budget de référence aux situations et besoins individuels ainsi qu'au contexte de vie individuel et local de leurs clients. Lorsque le revenu familial est insuffisant, le budget mensuel dont Rémi indique un solde négatif. Rédi constitue donc un outil pour les CPAS pour établir un diagnostic précis et intervenir sur la base du principe de l'égalité. Ce principe indique que chaque citoyen se trouvant dans une même situation doit être traité de la même façon. Le principe implique également que les citoyens qui ne se trouvent pas dans une situation égale ne peuvent pas être traités de la même façon. Grâce à Ready, les différences existantes entre les travailleurs sociaux dans CPS peuvent être minimisées. Je fais référence aux différences de l'approche pour diagnostiquer les besoins ainsi que les différences au niveau des services sociétaux. Mais Ready ne vous êtes pas à déterminer la politique au niveau des services sociaux, hem, que doit choisir un CPS. C'est à chaque CPS de le déterminer de façon autonome. Pour soutenir les CPS au niveau des, conventions politiques, c'est en fait la première partie, heu, des questions. Dans le passé, avec les CPS qu'utilise Reddit depuis quelque temps, nous avons créé un cadre de convention dont vous trouvez le lien dans le chat. Il s'agit d'une énumération de toutes les décisions qu'un CPS doit prendre pour que Ready et la prestation de services sociétaux qui en découlent soient utilisés de la même façon par tous les travailleurs sociaux et, et qu'ils le fassent en correspondance avec les accords politiques locaux. Il y a beaucoup d'exemples pratiques d'utilisation de REMI et des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre également. Ma première question au CPS témoin est de demander à quel point un tel cadre d'accord est important pour un CPS. Comment a-t-il vu le jour? C'est une question que je voudrais soumettre aux plus petits CPS et aux plus grands CPS de nos 4 témoins. Peut-être que je vais d'abord donner la parole à Suzy du CPS Bâle. Bonjour à tous. En 2008, nous étions à la recherche d'une politique pour la pauvreté au sein de notre administration et nous faisions partie de l'équipe de Bérénice et des bases scientifiques, le développement de budgets de référence avec l'outil Rémi. Eh bien, nous avons tous partagé la vision que tout le monde a le droit à une vie digne et que le déploiement de Rémi et au crédit soit une réalité. Eh bien, on ne peut que l'applaudir au CPS Balen en tant qu'administration. On prend toujours le point de départ que tous les habitants doivent pouvoir mener une vie dans la dignité. C'est notre tâche principale. Nous avons élaborer tout un ensemble de biens et services détaillés pour que les gens puissent les utiliser et pour qu'on puisse également les financer. On a essayé de comparer la situation réelle au mieux à la norme Ready et nous avons passé des accords qui partent toujours de la contribution des travailleurs sociaux. Pour réaliser cela, nous avons organisé un groupe de travail Ready dans notre service. Il s'est réuni toutes les 6 semaines. On réunit les questions, les propositions, les méthodes de travail que nous recevons
depuis le terrain et depuis l'administration. Et en essayant de formaliser les cadres, nous essayons de travailler de la même façon pour nos clients, mais l'idée sous-jacente reste encore toujours le revenu digne pour que les gens puissent assumer différents rôles dans la société. Ce cadre d'accord permet également d'éviter qu'à chaque demande, il y ait des discussions dans l'équipe des travailleurs sociaux ou dans le comité. Et cela amène également de l'uniformisation en tenant compte des situations des clients. Cela génère de la clarté là où elle est nécessaire et on dispose d'un cadre dont les travailleurs sociaux ont besoin comme base. Ce n'est bien sûr pas un produit finalisé, ce n'est pas ancré dans le béton. Il y a toujours une ouverture pour revoir les accords passés, s'il y a des arguments pour les améliorer ou s'il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent. Et ces contributions peuvent être faites par les travailleurs sociaux et par l'administration. Nous l'examinons alors dans le groupe de travail et nous nous attelons au travail. Ce que nous avons toujours emmené depuis le départ, eh bien, c'est une formalisation de notre prestation d'aide. Et donc, nous établissons un plan qui reprend les différents outils et qui ont été établis avec les clients concernés. Nous travaillons sur mesure. Cet outil permet de déterminer ce sur quoi on va travailler dans l'accompagnement. Le plan de gestion comme élément dans le cadre d'accord, eh bien, chez nous, dans la phase de départ à Bâle, eh bien, ça fait en sorte que Ready obtienne la base nécessaire, le soutien nécessaire pour pouvoir la mettre en œuvre dans notre travail. Et le soutien que nous proposons commence par une période de 6 mois. Ensuite, nous évaluons de façon formelle, ensemble avec le client, pour voir si on peut donner une suite ou s'il faut penser à d'autres mesures telles qu'un arrêt de l'aide. Et ce qui est très important, et c'est que proposer un travail sur mesure dans chaque dossier est un élément très important. Il peut s'agir de stabiliser la situation à l'aide de Ready ou établir un parcours qui va peut-être aboutir à une activation. Nous essayons de toujours regarder vers l'avant par des petites étapes si nécessaire, organiser les choses dans la bonne direction. Nous parlons de façon préférable de stabilisation que de progrès. Et c'est quelque chose que nous reprenons dans toute notre politique, toute notre administration. Merci. Merci, Suzy. Christ? Oui, bonjour à tous. À Gand, eh bien, le travail du centre d'expertise au cours de la période 2010 et 2015, nous avons pu nous familiariser avec leur façon de travailler et nous avons élaboré un ensemble de principes en interne, mais en particulier pour utiliser les budgets de référence pour octroyer des aides complémentaires et moins comme un instrument d'évaluation des besoins. Nous l'utilisons en ce moment pas encore comme un instrument pour accompagner le client, mais c'est malgré tout un outil comptable comme on l'utilise à Gand. Donc, ces principes devaient faire l'objet d'accords clairs. Nous sommes un grand CPS avec 6 000 personnes dont nous nous occupons, 8 000 sur l'année. Et notre cadre devait être bien détaillé et nous l'avons alors soumis à notre conseil du CPAS qui l'a approuvé. Et donc, le principe existe déjà depuis 2015. Tout d'abord, ça a été élaboré d'un point de vue administratif par notre personnel, notre management, et ça fait l'objet d'un accord politique et c'est très important pour pouvoir poursuivre le travail dans les années qui ont suivi. Et donc, l'accord politique est encore le même tel qu'il a été fixé en 2015. Ça permet d'avoir de l'uniformité dans le travail des travailleurs sociaux, traiter tout le monde de la même façon
qui est dans la même situation. Et sur le terrain, tous les clients doivent également pouvoir faire appel à cette prestation d'aide. Et ça veut dire que nous avons totalement intégré cela dans notre système de suivi des clients qui s'appelle No Horizon chez nous. Et tous les travailleurs sociaux peuvent se rabattre sur cet outil pour calculer les aides complémentaires. Et ce dont nous tenons compte dans la pratique est bien alors traduit en fiche d'information. Nous avons une plateforme d'information en ligne et toutes les règles concernant Ready et l'utilisation des soutiens sont consultables à tout moment pour les travailleurs sociaux. Ces fiches comportent également des directives plus pratiques qui ne font pas partie du cadre d'accord ou qui ne figurent pas dans la réglementation, qui n'ont pas été approuvées par le Conseil, mais qui permettent une mise en œuvre pratique qui donne des orientations. Il vaut mieux travailler comme ci ou comme cela, mais quand il s'agit vraiment d'adaptation structurelle du système, alors c'est à chaque fois approuvé par le conseil du CPS. Et comme l'a dit ma collègue, ce n'est pas une donnée statique. Donc, au fil des années, depuis 2015, nous avons à chaque fois apporté des adaptations et on y reviendra certainement dans les questions suivantes. Le fait est que les subsides Ready et le déploiement à grande échelle du système et le cadre d'accord qui a été maintenant bien élaboré par le centre d'expertise, eh bien, nous fait également réfléchir en interne quant à ce qu'on peut encore faire de plus avec le Ready en fonction du diagnostic des besoins de nos clients. Mais ça, c'est un processus pour les années à venir. Merci, Christ. Mes questions suivantes vont se pencher sur le contenu du cadre d'accord et plus précisément, on va parler du groupe cible que vous voulez atteindre avec vos services et votre aide. Et donc, je voudrais demander au CPS pour qui ils font ces diagnostics des besoins en fonction d'un éventuel soutien financier. Si vous pouviez répondre brièvement, je vais commencer avec Christ, il est encore à l'écran. Eh bien, oui, au départ, notre soutien était dépendait du statut et nous l'avons maintenant étendu à tout un chacun, indépendamment de son revenu. Donc, ceux qui ont même un revenu de leur travail et qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts peuvent également recevoir une aide. Eh bien, en ce moment, nous faisons uniquement des simulations dans Ready pour les gens qui en font la demande active, qui viennent demander une aide financière auprès du CPS. Faisons donc pas de recherche proactive des gens qui pourraient éventuellement entrer en ligne de compte. À l'accueil, on fait une simulation rapide, superficielle, et s'il s'avère qu'il y a une possibilité d'obtenir une aide complémentaire, alors on va calculer cela plus en détail. Mais il y a des limitations chez nous, pas en termes de revenus, mais bien si le client lui-même ne donne pas suffisamment d'informations ou cache des revenus, eh bien, c'est comme dans tous les cas. Et si c'est un chômeur qui a été suspendu, eh bien, c'est une sanction. On le considère également comme une sanction. On ne lui donnera pas d'aide complémentaire. Si le client reçoit des avances sur son chômage ou sur d'autres soutiens sociaux, s'il a des propriétés à l'étranger, s'il a une épargne qui est supérieure à 6 200 € ou s'il a droit à une aide d'entretien, mais qu'il ne l'utilise pas, alors dans ces cas-là, on ne peut pas lui donner d'aide. Philippe, pour qui est-ce que le CPS de Bruges fait une analyse?
Eh bien, nous avons commencé en septembre 2020, en plein milieu du coronavirus, et nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour imaginer quelque chose de, de nouveau. Et alors, on a simplement copié le système qu'ils utilisent à Gand. Et alors, on a commencé par les allocataires sociaux, et puis alors, on a étendu cela à une garantie de revenus par an ou une allocation maladie dont le montant se situait à 200 euros. Et dans le cadre de l'activation, eh bien, les gens qui étaient au chômage, percevaient un chômage, ou les gens qui travaillaient à temps partiel, nous les avons exclus de ces services. Bien, merci. Alors, je suis très curieux de ce que Zulika peut nous dire au sujet du CPS de Saint-Nicolas. Quel est votre groupe cible quand vous parlez de l'utilisation de Ready pour estimer le besoin? Eh bien, c'est un complément pour tout revenu, également toutes les allocations de la sécurité sociale, une activité indépendante, tout qui peut entrer en ligne de compte, peut demander une aide. Et nous essayons dans notre équipe, eh bien, de détecter au plus vite si quelqu'un peut entrer en ligne de compte pour une aide complémentaire, même si la personne n'a pas fait de demande. Il y a un ensemble de groupes cibles que nous excluons en ce moment. Un citoyen avec un statut de séjour limité, eh bien, nous l'excluons. Eh bien, concrètement, ce sont des clients qui ont demandé une protection internationale et dont la demande est encore en cours, mais dont on a supprimé le code 207. Les gens qui ont fait une demande de protection internationale, mais qui doivent quitter le territoire, eh bien, sont en ce moment exclus. Les citoyens qui ont eu un article 89, mais n'ont pas encore eu le 9 ter de façon définitive, sont actuellement exclus. Également, le dernier groupe qui a un statut de séjour, eh bien, sont également exclus à l'heure actuelle. À côté de cela, il y a également un groupe que nous excluons à l'heure actuelle. Ce sont les citoyens avec un bracelet de contrôle. Eh bien, ils sont exclus. Une fois qu'on leur enlèvera le bracelet, eh bien, chaque fois, dès qu'ils auront un emploi, eh bien, on pourra leur rouvrir ce droit. Et il y a encore deux groupes cibles que nous excluons. Le groupe qui refuse un logement social ou qui quitte un logement social. Dans un premier temps, ils ne peuvent pas recevoir d'aide complémentaire, mais ce n'est pas une exclusion illimitée. À partir du moment où des démarches peuvent être entreprises, eh bien, on leur octroie à nouveau une aide complémentaire. Et il y a encore le groupe cible de gens qui déménagent vers Saint-Nicolas, mais qui viennent s'établir, mais sans raison véritablement valable. Eh bien, ils sont exclus pendant toute une période, sauf s'ils peuvent justifier le fait qu'ils ont déménagé vers Saint-Nicolas. Voilà en gros. Merci, Elika. Suzy, si j'ai bien compris, vous faites un diagnostic des besoins pour tous vos citoyens. Est-ce que vous pourriez nous exposer cela de façon plus concrète? Oui, c'est exact. Eh bien, pour chaque citoyen qui ont fait la demande, où, où l'on considère que c'est un renfort, ça peut également être utilisé pour l'évaluation du besoin dans d'autres situations, mais tout cela est proposé par les travailleurs sociaux, donc pas beaucoup d'exclusion, pas pour les garanties pour les centres de soins, pas non plus pour les garanties locatives et pas non plus pour les personnes concernées qui ne sont pas transparentes dans le cadre de l'analyse financière sociale. Eh bien, alors on en parle toujours dans une concertation des travailleurs sociaux et il y a quelqu'un du groupe de travail Ready. Il y a également une travailleuse sociale qui
a été exempté d'un ensemble de ces tâches pour pouvoir participer à ce groupe, pour également exposer ces différents aspects et pour vérifier si les principes sur lesquels nous nous basons sont corrects. Et ensuite, on peut formaliser davantage d'éléments dans un rapport social qui sera soumis au comité. Chaque situation dans REDI est évaluée mensuellement par le travailleur social avec le client, mais nous considérons que ça fait partie du fonctionnement normal. Ce n'est pas quelque chose qui s'est ajouté. Je pense que si le travail est bien fait, alors il vaut mieux que les travailleurs sociaux voient régulièrement leurs clients. Et nous essayons également de faire une visite à domicile et nous essayons également de faire cela 1 fois par an. Ensuite, pour déterminer les objectifs, l'évaluation et la visite à domicile, tous ces éléments ont été formalisés dans le plan. Pareil pour l'aide qui est formalisée dans le plan, on ne le considère pas dans une tâche supplémentaire. D'accord? Merci. Si je l'ai bien compris, le public cible du REDI est très large. Pour la plupart d'entre vous, ce sont tous les habitants, mais tout le monde fait des exceptions pour les catégories particulières. Mes 3 prochaines questions concernent les conventions que doit faire chaque CPAS concernant, l'approche et l'utilisation de l'outil. Ma première question concerne les revenus qui entrent en ligne de compte. Vu que l'outil prend en compte toutes les dépenses nécessaires pour faire un diagnostic des besoins, cela coule de source, oui, de regarder tous les revenus, mais certains revenus nécessitent une attention particulière. Que font les CPS, de l'épargne? Est-ce que sont intégrés dans le diagnostic, des besoins? Que faire des clients, handicapés qui, reçoivent une allocation de remplacement de revenus, qui ont beaucoup de dépenses, qui ne sont pas inclus dans le budget de référence? Ou que faire de clients qui attendent un grand remboursement des impôts? Oui, Philippe, Suzy, Julika, je veux bien savoir, oui, quels sont les revenus que vous prenez en ligne de compte? On commence par toi, Suzy. Merci. Pour nous, ce sont tous les revenus. Il y a toujours des exceptions, possibles, après une discussion dans le comité, mais en général, ce sont tous les revenus. S'il y a de l'argent de l'épargne, on choisit pour une dispense. L'utilisation de l'épargne est introduite comme un revenu supplémentaire. Ainsi, l'outil calcule ce montant comme une partie du revenu et on trouve que c'est une approche honnête d'en tenir compte aussi. Avec nos clients, nous essayons de rendre clair pour quel point ce montant peut être utilisé, mais c'est quelque chose auquel je reviens plus tard. S'il faut arrêter les rédits parce qu'il y a suffisamment d'argent d'épargne, REDI n'est plus alloué, mais il y a toujours l'accompagnement avec les travailleurs sociaux. On fait pareil pour un remboursement des impôts. On s'informe et on utilise les mêmes tranches. S'il y a un dépassement de la tranche, on le met comme un revenu et jusqu'à présent, cela fonctionne très bien. D'accord, merci Philippe. Quelle est la situation à Bruges? Nous tenons également compte de tous les revenus. Mais il y a évidemment quelques exceptions, on ne tient pas compte de l'argent d'épargne. Mais si le montant est plus élevé que 602 000, il n'y a pas de droit au soutien financier complémentaire. On ne tient pas non plus compte de remboursement des impôts ou de remboursement
de la facture électrique, c'est toute une liste, donc les revenus d'un travail en quartier, une allocation pour une formation du VDAB, du bénévolat, donc il y a les montants maximaux de la législation, Pélicano, une allocation d'intégration. Nous supposons que Reddy est fait pour une personne en bonne santé. En cas d'une ARR, il y a toujours une raison spécifique, donc on n'en tient pas compte. Puis les budgets de soins, on ne les prend pas en ligne de compte. Pareil pour le budget personnel, les primes soins de proximité, les bonus à l'école ou d'autres allocations liées à l'école, donc maternelle, primaire, secondaire. Pareil pour les services sociaux des autres écoles et des universités. Voilà notre liste. Merci. Et Saint-Nicolas, Zulika, on tient compte tous les revenus, aussi les revenus uniques, mais du côté des dépenses, on tient également compte toutes les dépenses. Par exemple, euh, l'allocation euh, d'intégration est prise en compte. Pareil pour les frais de la voiture, les coûts médicaux, les soins d'un proche, tous ces éléments sont mis dans l'outil comme dépenses. Il y a quelques revenus qui ne sont pas en ligne de compte, à savoir la prime d'installation, la prime de maternité, puis le travail en quartier. C'est en fait le pas vers le travail, donc on ne va pas le prendre en ligne de compte. Pourquoi? Cette dispense est faite pour une raison, j'y reviendrai plus tard. Donc, on n'accorde pas ce soutien complémentaire complètement, comme le prescrirait dit. Aussi, au niveau de l'argent d'épargne, notre approche ne correspond pas à celle à Ballon et Bruges. Il y a donc un montant dispensé. En ce moment, c'est uniquement 2500 euros. C'est une règle interne qui s'applique également aux exemptions de revenus pour les citoyens qui se trouvent dans une MRS. Donc, on suit plutôt ces directives que les directives du revenu d'intégration. Merci à vous trois. Donc, je remarque qu'il y a des conventions très claires faites au sein de vos CPS pour les moyens à prendre en compte. Je crois que cela augmente l'uniformité entre les assistants sociaux dans votre service. Puis, j'apprends qu'il y a encore des différences entre les CPS. Un questionnaire effectué il y a quelques années auprès des utilisateurs Ready demandait plus de conventions supralocales pour mieux garantir le principe d'égalité entre les CPAS. Donc, je suis bien curieuse de voir si cette question, oui, sera également présente lors de l'évaluation de ce projet, pas uniquement du côté des revenus, mais aussi du côté des dépenses. Il faut des conventions, par exemple des dépenses qui ne font pas toujours partie des budgets des références, ou la mesure de laquelle les dépenses calculées pour les familles types doivent être personnalisées, comme les frais de logement, voiture, dette. Est-ce que vous quatre pouvez en parler brièvement? Zelika, je te vois encore, donc tu peux commencer. On essaie de utiliser les dépenses réelles qu'on connaît au niveau maximal, mais il faut au moins le loyer ou l'hypothèque et l'assurance de dette si la personne a une propriété. Donc, on veut insérer tous ces éléments dans l'outil, ainsi que l'accueil des enfants, les frais de santé. Donc, pas tout simplement les frais de santé quotidiens, mais vraiment les grands frais. Donc, on essaye de les prendre en compte au niveau maximal. Donc, il faut les introduire dans l'outil. Il y a quelques éléments qu'on va plafonner, comme
le loyer. Si ce loyer est plus élevé que Wonen Vlaanderen utilise pour une prime ou une subvention, on va plafonner ces montants jusqu'au montant de la prime de loyer. Pareil pour l'hypothèque. Donc, on ne fait pas de distinction entre les deux. Ensuite, en ce qui concerne l'énergie, donc c'est limité à ce qu'a dit Reddy. Si les frais sont plus élevés, donc il y a également un plafonnement jusqu'au budget des références de Reddy. Chaque exception peut être discutée, mais c'est quelque chose qu'on va traiter au niveau de la gestion, et pour le reste, il y a un accord politique de l'appliquer ainsi. Ensuite, si on connaît toutes les autres dépenses, on va également les introduire dans le système. Si on ne les connaît pas, on va utiliser les budgets des références inclus dans l'outil. Il y a une seule exception, à savoir les dettes. Toutes les dettes ne seront pas intégrées dans les calculs. On fait une distinction entre les clients en règlement collectif de dette ou en médiation budgétaire. Pour ces personnes, on va prendre en compte toutes les dettes. L'accompagnement budgétaire est décrit de façon très large. Dès qu'il y a un certain accompagnement financier, on va en tenir compte. Il y a également un accord avec le président des médiateurs collectifs de toujours utiliser les calculateurs budgétaires et le prévoir comme argent nécessaire. Et jusqu'à présent, c'est vraiment utilisé par les médiateurs collectifs de notre région. La voiture, les frais ne sont pas tous pris en compte. C'est uniquement fait si c'est nécessaire pour le travail ou les soins médicaux ou dans le cadre d'un soutien de la famille. Dans tous ces cas, les budgets de référence ou les dépenses réelles sont pris en compte, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait toujours, surtout pour les frais de la voiture. D'accord, merci. Zulika, tu as fait référence au calculateur budgétaire. C'est un outil publié sur le site web du centre d'expertise. Vous trouvez le lien vers ce site web dans le chat. Et c'est donc un outil que tout le monde peut utiliser pour personnaliser et calculer les dépenses personnalisées, mais ce n'est pas aussi précis que Reddy. Je reçois le message que c'est peut-être mieux de parler un peu plus lentement pour que les interprètes puissent tout suivre. Suzy, pour le CPS de Ballon, quelles dépenses est-ce que vous introduisez dans l'outil et pour quel cas est-ce que vous utilisez les budgets de référence? Donc, j'ai une petite énumération. Donc, en général, ce sont les dépenses réelles qu'on va introduire et pour quelques cas, ce sont les budgets de référence. On essaie toujours d'y rajouter ou d'inscrire les personnes pour une habitation sociale pour régler les choses à long terme, mais donc le loyer, l'hypothèque, l'assurance, le précompte immobilier, les cotisations syndicales, les assurances, pareil. Et puis le budget de référence est utilisé pour l'énergie, eau, mutualité, Internet et télévision. Il y a eu des conventions concernant les dettes. Elles sont intégrées s'il s'agit de dettes de survie qui sont payées à base mensuelle. Quelle est une dette de survie? Il s'agit de produits ou de services qu'on ne pouvait pas payer en raison de salaires trop bas, comme les factures des hôpitaux, factures électriques, écoles, assurances, garanties pour une maison, Internet, téléphone. Euh, S'il y a des huissiers, on utilise donc cette règle des dettes de survie. Et puis, au niveau des dépenses, lorsqu'on prend en compte les dettes de survie, on veut vraiment créer plus de stabilité. Et puis, on va utiliser le budget de référence, puis les frais de la voiture. On suit le budget de référence. Il nous a fallu un peu de temps pour convaincre l'administration. Nous sommes une commune
à la campagne, si possible, on utilise les transports en commun. Si c'est pas possible et s'il faut une voiture, on peut aussi l'introduire, par exemple, pour des personnes qui travaillent, ont des enfants, suivent une formation. Là, c'est nécessaire pour maintenir les contacts sociaux. Ce n'est pas un luxe de disposer d'une voiture. Lorsque le travailleur social est d'avis qu'une voiture constitue une nécessité pour le client, ce frais de la voiture est intégré dans Ready et d'après les frais du CBUT, donc les carburants, l'assurance, l'entretien et les taxes. S'il y a plusieurs moyens de transport, c'est le moyen qui est le plus souvent utilisé qu'on va prendre en ligne de compte. Un prêt pour une voiture peut être introduit. Il faut d'abord tout discuter lors d'une réunion. Nous savons que les frais d'une voiture constituent une grande dépense, mais nous sommes d'avis que lorsque nous jugeons que la voiture est nécessaire, que ces frais doivent également être reconnus. Uniquement en intégrant tous les frais de la voiture, il y a une image complète et honnête de la situation financière du client. D'accord? Merci Suzy. Christ, je crois que la taille de ton CPS ne te permet pas, comme Suzy l'a déjà dit, d'introduire des frais sur mesure, ou est-ce que je me trompe? Non, c'est tout à fait correct, Bérénice. Nos assistants sociaux gèrent beaucoup de dossiers. Voilà pourquoi nous essayons de limiter leur charge de travail. Voilà pourquoi on va uniquement utiliser les budgets de référence ainsi que les paniers. Donc, il n'y a pas de frais de voiture ou de dettes qui sont introduits, même pas les factures pour l'énergie. Pour tout, on se base sur les budgets de référence. La seule chose qu'on introduit, c'est le loyer. Par exemple, pour les appartements, on va y rajouter les charges communes. Mais du côté des revenus, on va aussi tenir compte des subventions et primes de loyer. Pour une propriété, je calcule aussi les frais réels s'il y a encore un prêt hypothécaire à payer. S'il n'y a pas de prêt à payer, la maison n'est pas prise en ligne de compte, mais on n'a pas droit au soutien supplémentaire non plus. Ensuite, en ce qui concerne le loyer, il y a également un plafonnement appliqué chez nous, comme à Saint-Nicolas. Mais nous avons une autre approche. En 2015, nous nous sommes basés sur la garantie locative. Donc, c'est un prêt pour la garantie locative. C'est la législation flamande qui existe pendant plusieurs années. Nous avons maintenu ce plafonnement, mais depuis le 1er octobre de cette année, le montant du plafonnement sera indexé et suit l'évolution des prix maximaux accordés pour un prêt de garantie locative. Donc, pour les isolés et les couples, c'est un plafonnement de 800 euros. S'il y a un enfant, 900 euros. Deux enfants au plus, 1000 euros. Et dans les années suivantes, il y aura évidemment une indexation. Et pour le reste, on applique les budgets de référence. D'accord, merci. Est-ce pareil à Bruges? Oui, je l'ai déjà dit au début. Nous avons copié le système qu'applique la ville de Gand. Je vous l'explique. En fait, je vous explique pas, c'est comme Christ l'a déjà expliqué. Mais un petit ajout de ma part, on prend en compte les frais réels énergétiques. Il faut constater que le budget de référence pour ces frais correspond en général à la réalité, mais il existe aussi des situations avec des factures énergétiques plus élevées qui ont également un grand impact sur le budget disponible. Voilà pourquoi
on veut les prendre en compte. Il faut évidemment voir quelle est la situation. Est-ce possible d'éviter ou de réduire ces frais? Mais à Bruges, on prend en ligne de compte le montant complet pour les frais énergétiques. D'accord, merci. Donc le temps continue d'avancer. Donc passons à ma dernière question qui concerne les avantages sociaux. Lorsqu'on remplit le tiret 10, certains groupes dans la société ont droit à des avantages fédéraux, régionaux ou locaux supplémentaires, comme une réduction de dépenses ou d'autres interventions financières. Est-ce que vous les entrez en ligne de compte? Et si oui, comment est-ce que vous le faites? C'est une question que je veux d'abord poser à Christ du CPAS de Gand et Zulika du CPAS de Saint-Nicolas. Christ? Eh bien, nous comptons de façon standard 6 avantages sociaux. La ristourne sur l'abonnement de l'AIN pour les transports publics, donc l'exemption de l'impôt provincial, une correction sociale sur la récolte des déchets domestiques, une contribution réduite dans l'assurance soins, le tarif social pour le gaz et l'électricité et le tarif social sur l'eau potable. Nous l'appliquons pour les gens qui ont droit, mais nos travailleurs sociaux vont certainement faire en sorte que ces 6 avantages soient réalisés, si possible. Les paramètres de comment c'est calculé, eh bien, je calcule cela en fait à Gand, c'est moi qui m'en occupe annuellement. Je fais une adaptation en janvier et ce sont des paramètres que je saisis dans notre système New Horizon et alors c'est automatiquement intégré au calcul de l'aide complémentaire. Zulika, est-ce que vous tenez compte des avantages sociaux? Nous tenons compte de toutes les interventions financières, mais pas avec la diminution des dépenses et la réduction du précompte immobilier. Nous en tenons compte dans notre calcul et ce que nous faisons, eh bien, c'est de faire en sorte que tous les droits soient épuisés. Donc, parfois, nous donnons des avances sur une allocation et alors, une fois que l'allocation est octroyée, alors nous réduisons notre aide en fonction. Et ce n'est pas uniquement les droits de sécurité sociale ou d'assistance sociale, mais tout ce qu'un client a comme avantage financier, eh bien, nous essayons, dans la période d'accompagnement, d'effectivement les épuiser et nous octroyons notre soutien comme transition jusqu'à ce que le droit devienne effectif. Et ce que nous faisons de façon très récente, eh bien, c'est que nous déduisons une partie du budget de référence dans le cadre de vacances et d'excursions, parce que nous avons constaté que si nous travaillons avec un système d'enveloppe, que les clients ne parviennent pas toujours à garder un budget pour faire une excursion ou pour prendre des vacances, et nous avons recommencé à donner des interventions individuelles dans le cadre de vacances, excursions, dans le cadre du point d'appui. Tout le monde mérite des vacances. Christ, merci Christ et Zulika. Et nous arrivons alors à la deuxième partie de notre entretien et qui porte sur le soutien complémentaire qui est donné à des clients avec un solde négatif. Comment est-ce que vous calculez ce soutien dans votre CPAS? Quelle est la vision politique sous-jacente? Et est-ce que l'attribution est soumise à certaines conditions? Dans notre discussion préparatoire, j'ai compris que Bruges suit grosso modo la politique de Gand. Donc, c'est pour ça que je vais demander à Zulika, Suzy et Christ de nous exposer brièvement leur politique en la matière. Zulika, eh bien, comme on vient de l'indiquer, eh bien, nous tenons compte de tous les revenus possibles, imaginables, mais également toutes les dépenses, certaines plafonnées, certains uniquement les budgets de référence et les calculs
eh bien, où cela nous amène, on a deux voies. S'ils ne sont plus activables, eh bien, alors c'est tout simplement attribué à 100%. S'ils sont activables, eh bien, c'est au sens très large, mais ce n'est pas uniquement un travail rémunéré, mais également les démarches vers un travail rémunéré ou un travail non rémunéré, eh bien, c'est pour nous un parcours qui va amener à un emploi ou à davantage de revenus. Si un des membres de la famille est malgré tout encore activable, eh bien alors le soutien n'est octroyé qu'à 80%. Et c'est ce que je viens d'indiquer, ces 20%, en fait, ils peuvent l'épuiser notamment dans l'exemption que nous donnons du point de vue des revenus dans le cadre de travail de quartier, de travail volontaire et les incitants financiers que nous avons. Et ils peuvent alors gagner ces 20% et c'est exempté comme revenu. Et tout comme nos autres collègues, nous travaillons également avec un contrat. Nous commençons par un bilan social où tous les thèmes sont abordés et nous comparons alors avec les différents types d'aides et nous expliquons également aux clients ce qu'ils peuvent faire avec ces différentes aides. Et sur la base du bilan social, nous établissons un contrat, pas nécessairement un GPMI. Donc, pour ceux qui n'ont pas droit au revenu d'intégration, nous établissons un contrat où nous prenons de façon standard un ensemble d'aspects. Donc, nous allons épuiser tous les droits et essayer de nous orienter vers une activation. Comment est-ce que vous faites à Bâle? Comment est-ce que vous calculez le soutien complémentaire? Eh bien, j'ai parlé des dépenses revenus, mais nous donnons l'aide dans son entièreté, comme indiqué dans l'outil Ready. Lors de l'attribution, eh bien, j'ai déjà dit tout à l'heure que nous prévoyons toujours notre aide formalisée dans un plan d'action. Et donc, comme ça, nous pouvons fixer les premiers montants dans un premier temps avec le client. On passe des accords au sujet des coûts fixes, les loyers qui doivent être payés. C'est également vérifié et il faut également qu'ils puissent épargner. Dans chaque accord, eh bien, cet objectif d'épargne sera toujours repris de façon explicite pour pouvoir épargner pour les cas imprévus. Le plan d'action, eh bien, est utilisé comme un outil d'accompagnement, mais également pour justifier les montants alloués, tant à l'égard des clients qu'à l'égard de l'équipe et de l'administration. Et cela reprend tous les accords qui sont passés à la mesure du client. Et nous reprenons cela tous les mois avec le client pour examiner. Et si les aspects ne sont pas respectés, alors le soutien via Ready est immédiatement arrêté. Et c'est un système que nous utilisons depuis plusieurs années et on a dû arrêter le soutien qu'une seule fois parce que c'était un cas de fraude. Mais nous n'avons jamais dû procéder à cela par ailleurs. Donc, on discute des plans lors de la réunion hebdomadaire des travailleurs sociaux pour obtenir une uniformisation et fixer les objectifs, toujours en tenant compte de la situation individuelle du client pour pouvoir travailler sur l'ensemble dans lequel se trouve le client. Et cette aide est bien sûr un acte administratif supplémentaire. Et depuis 2020, nous avons déterminé avec l'administration que lorsqu'il y a un GPMI pour les personnes qui ont un REDI et un revenu d'intégration, on n'établit qu'un contrat et on fusionne les différents contrats dans un GPMI pour rester en ordre vis-à-vis du contrôle du SPP. Eh bien, c'est le montant que nous considérons qui doit être épargné et dépend de la situation familiale et de la situation spécifique. Nous pouvons fixer des dépenses futures qui devront être effectuées et nous en discutons avec le client. Si la location Ready est suffisamment élevée, eh bien, on peut encore passer des accords pour que la partie restante de la partie épargne fasse l'objet d'une discussion. Et nous essayons également
d'amener des modifications structurelles du comportement de la personne, de l'individu, du client, mais cela demande du temps. Donc, nous ne plafonnons pas le REDI et cela fait que parfois il y a des montants élevés de soutien financier qui seront payés. Nous versons cet argent, le champ de tension entre les clients qui pourraient être activés et qui sont activités, eh bien, nous investissons de façon active sur ces aspects, surtout s'il s'agit de gens qui peuvent encore être activés. Dans notre organisation, nous avons un service de l'emploi et nous travaillons sur tous les aspects d'activation et nous renvoyons nos clients vers ce service et cet accompagnement est également formalisé dans le plan d'action. Et comme je viens de le dire, bien, ce n'est pas toujours dans le but d'aboutir à un emploi. Il s'agit parfois d'attitendre, formation et ainsi de suite. Bien. Merci, Suzy. Christ, comment est-ce que vous faites à Gand? Eh bien, nous, on le fait autrement. Nous avons constaté au début, qu'on a commencé à travailler avec Reddy, que d'imposer jusqu'au montant Reddy, eh bien, ce serait tout à fait impayable pour Gand et encore à l'heure actuelle, si on devait passer à imposer d'aller jusqu'au budget de référence pour tout le monde, on n'aurait pas assez de budget actuellement et ce ne serait même pas possible avec les subventions qu'on reçoit en plus. Donc, nous devons faire des choix. Et un deuxième élément important est que il y a une vision politique qu'il faut qu'un stimulant financier continue à exister pour inciter les gens à trouver un travail ou qu'ils soient activement dans un parcours d'activation. On a longuement débattu quant à la distance qu'il faut garder entre le revenu que l'on peut obtenir en travaillant et le soutien qui est octroyé par le CPAS. Et cela a amené à ce que nous ayons établi une limite critique. C'est une distance jusqu'au revenu minimum que l'on peut obtenir par un adulte qui travaille à temps plein sur le marché du travail. Nous appelons cela un champ de tension et ce champ de tension varie en fonction de la situation familiale. Si quelqu'un est isolé, alors nous donnons un soutien jusqu'au montant et s'il commence à travailler, il gagnerait un tiers en plus en travaillant. Ça, c'est la philosophie. La différence, la distance est de 35%. Pour les couples cohabitants, c'est 25%. Et dès qu'il y a des enfants dans la famille, et cette distance n'est plus que de 7%. Et cela correspond à notre philosophie de lutte contre la pauvreté des enfants. Donc, les familles avec des enfants ont un champ de tension plus petit que les isolés. Nous avons donc deux montants. Tout d'abord, le budget de référence tel qu'il est issu de Reddy. Et puis, nous avons notre limite critique que nous calculons et on va offrir une aide jusqu'au montant le plus bas des deux. Si on est plus bas si la limite critique est inférieure au budget de référence, eh bien, on va uniquement jusqu'à la limite. Et donc, à contraire, on va jusqu'au montant de référence et cette limite est calculée sur la base du revenu minimum garanti mensuellement. C'est une limite qui est déterminée au niveau fédéral, je pense. C'est le Conseil national du travail qui détermine cela, mais nous constatons que cette limite ne correspond pas au salaire réel sur le marché du travail et nous avons donc un peu relevé cette limite jusqu'au donc jusqu'au revenu minimum d'un travailleur dans un lieu de travail social.
et cela nous permet également un premier avertissement. On peut retenir les allocations s'il n'y a pas suffisamment de volonté de trouver un travail. Donc, 3 administrations, 3 pratiques différentes, mais tous trouvent que le soutien financier complémentaire, eh bien, que ce ne soit pas un win for life, mais plutôt une aide qui fait en sorte que les gens ne tombent pas dans la pauvreté et aide à les accompagner vers de la stabilité et davantage de participation sociétale et au marché du travail. Bon, je surveille le temps et nous avons effectivement encore 10 minutes, me fait savoir Martine. Je pense qu'on va peut-être dépasser de 5 minutes parce que la question suivante a été posée par beaucoup d'entre vous et porte sur la périodicité sur la base de laquelle on calcule le budget mensuel ou autrement dit, la fréquence à laquelle on fait un diagnostic des besoins en fonction de la révision du soutien complémentaire. Je ne vais plus poser la question aux 4 participants parce que je l'ai déjà fait dans la discussion préparatoire. Je connais la réponse. Je vois beaucoup de correspondances dans les accords qui ont été passés en la matière. En fait, ils ne font que des modifications en cours de route quand il y a des grandes modifications dans la composition familiale ou la situation de revenus des familles. Et si ce n'est pas le cas, ils revoient l'aide avec une certaine périodicité. Je pense que dans 2 des CPS, c'était une fois par an et dans 2 autres, c'était une fois tous les 6 mois. Je voudrais également saisir cette opportunité pour rappeler aux participants à ce webinaire que les budgets de référence dans l'outil sont adaptés tous les 6 mois à l'augmentation des prix et que cela se fait toujours à la mi-septembre et à la mi-mars. Donc, ceux qui doivent encore passer des accords quant à cette périodicité, eh bien, ferait bien de tenir compte. Et donc, on adapte les budgets au 15 septembre avec les sous-indices de l'indice des prix à la consommation, mais je voudrais également vous donner l'information que lundi dernier, nous avons encore introduit une petite modification pour l'index de l'électricité et nous avons reçu l'index adapté du SPF Économie vendredi dernier, une légère augmentation, mais nous tenions à vous le communiquer via ce canal. Et alors, je passe à la dernière partie au sujet de l'impact financier avant d'aborder les questions les plus importantes que vous avez posées. Et cette dernière question à ce sujet, eh bien, je voudrais entendre 2 personnes, Christ de Gand et Zulika de Sint-Niklaas. Et la question porte sur comment Christ et Zulika ont soutenu leurs administrations et soutiennent encore toujours leurs administrations pour le calcul de l'impact financier, le budget d'une politique de soutien sur la base de Reddy et quels sont les enseignements qu'ils en ont tirés. Christ, je te donne d'abord la parole. Eh bien, comme nous l'avons dit, en 2015, nous avons commencé à utiliser ce système. Au préalable, nous avons fait énormément de calculs quant à ce que cela allait coûter, quelles étaient les règles que nous allions appliquer. Et c'était de la devinette pure. Et nous avons malgré tout repris un ensemble de dossiers que nous avons sélectionnés parmi notre base de clients qui représentaient différentes situations familiales. Et alors, pour chacune de ces familles, nous avons calculé le budget de référence avec différents paramètres. Qu'en est-il si on plafonne le loyer, si on paye l'ensemble du loyer? Et c'est sur cette base que nous avons déterminé notre décision. Au fur et à mesure, nous avons disposé de davantage de données, davantage d'expérience quant à tous les coûts qu'il peut y avoir. Nous avons un trésor de données dans notre système
mais malgré tout, pour adapter, corriger le système, nous avons fait des simulations sur la base de 6 familles types. Un homme isolé, une famille monoparentale. Nous avons choisi, est-ce que le parent est un homme, une femme, quel est l'âge de l'enfant, une mère avec un enfant de 10 ans, une famille monoparentale avec 2 enfants ou un couple sans enfants, un couple avec un enfant de 10 ans et également un couple avec 2 enfants. Et pour eux, pour ces familles types, nous faisons une simulation des budgets de référence. Nous appliquons les règles comme nous en avons décidé au niveau local avec un plafonnement du loyer. Quel est le revenu d'intégration pour ces personnes? Quel est le package de croissance dans ces cas? Quels sont les avantages sociaux que nous prenons en compte? Et alors, nous avons déjà une idée d'un budget de référence à un moment donné, mais alors on va également examiner comment le budget va évoluer sur l'année à venir avec tous les changements qui sont plus ou moins prévisibles. C'est tout à fait relatif, bien sûr, mais il s'agit des adaptations du revenu d'intégration, les indexations auxquelles on s'attend tant pour les revenus minimums que pour les revenus d'intégration. Qu'est-ce que la mise à jour, quelle sera plus ou moins la mise à jour des budgets de référence? Et nous essayons de prévoir cela en fonction des évolutions de l'index. Quelle va être l'évolution des loyers et comment va se présenter le package de croissance parce qu'il est également indexé. Et nous pouvons alors déterminer quel est le soutien maximum que nous allons devoir payer pour chaque type de famille. Et alors, nous examinons, eh bien, nous savons, sur la base des années précédentes, bien que les familles, 8 mois par an, ont vraiment besoin de ce soutien. C'est un public cible qui change énormément. Certaines personnes n'en ont plus besoin, d'autres en ont alors besoin. Mais en moyenne, 8 mois par an, nous payons ces allocations aux familles. Et dans notre cas, d'après nos règles, à Gand, nous savons qu'environ 1/5 de tous les dossiers sociaux actifs ont droit à ce soutien et en tenant compte de ces paramètres, on va pouvoir déterminer notre budget environ pour 1 an. Ensuite, on le vérifie avec les chiffres effectifs du soutien de l'année, précédente. Cela demande beaucoup de temps, mais nous avons aussi le personnel nécessaire qui peut y investir le temps nécessaire. C'est un luxe. Je crois que nos simulations vont s'améliorer dès qu'on peut, oui, recevoir les données ready en détail. Ensuite, en ce qui concerne la subvention, il y a donc le soutien supplémentaire qui est calculé de façon structurelle, donc on peut l'entrer, tout comme les autres formes très spécifiques. Pensons aux frais médicaux, de déménagement, etc. Même si la subvention existe depuis le mois de mai, il y a toujours un peu d'incertitude concernant le calcul concret. Que faire en cas de différents calculs rédits dans le même dossier, dans une période de subvention? Est-ce qu'il faut se baser sur les décisions ou les paiements effectifs? Que faire du soutien qu'on a déjà accordé dans le passé? Par exemple, le mois de mai, juin et juillet? Quel rapportage? Est-ce que le SPP nous fera confiance ou veut plutôt beaucoup de contrôle? Donc voilà, beaucoup de questions à ce niveau-là et cela nous complique un peu une bonne budgétisation. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Christ. Merci pour tes explications limpides de
votre simulation d'impact budgétaire et je respecte vraiment votre approche de collecte de données tellement précise. J'entends aussi cette question spécifique pour le SPP intégration sociale concernant le dossier de subvention. J'y reviendrai dans quelques instants. On va d'abord entendre Zulika. Je crois que quelqu'un pourra peut-être répondre à ta question dans quelques instants. Donc, Zulika, est-ce que tu peux indiquer comment Saint-Nicolas mesure l'impact budgétaire de la politique? Est-ce que vous passez par des simulations ou comment est-ce que vous le faites? Oui, c'est comme à Gand. Dès les débuts, avant la mise en œuvre, nous avons simulé plusieurs systèmes familiaux. Nous sommes basés sur les systèmes qui existaient déjà au sein du CEBUD. Donc différents dossiers ont été simulés. On avait déjà un système de soutien complémentaire, mais il n'y avait pas de base scientifique. Donc on voulait vraiment s'adapter aux systèmes familiaux avec plus de soutien scientifique. Nous avons comparé les deux et quel était notre constat? Les nouveaux calculs ne sont pas toujours plus élevés. Au contraire, dans certains dossiers, les résultats est plus bas, donc il faut payer moins lorsqu'on passe au CBUT. Au niveau budgétaire, j'avais fait cette simulation, j'avais établi un budget par l'intermédiaire des différents systèmes familiaux. Après 6 mois, nous avons remarqué que les montants étaient un peu trop bas. On est passé par un système automatique, donc chaque client qui demande de l'aide est vérifié. Donc, on vérifie si cette personne entre en ligne de compte pour le nouveau système de soutien. Je l'avais pas pris en ligne de compte dès le début, c'est impossible de l'estimer aussi. Donc, on s'est dit, voilà, notre budget initial était un peu trop bas. L'un de mes arguments que je défends toujours est qu'un système de soutien complémentaire comme suggéré par ces buts implique aussi des interventions dans des factures de santé ou d'autres factures impayées qui seront plus basses. Donc, il y a une intervention dans les factures impayées pour les consommations, les prothèses dentaires, les lunettes, loyer, tout. Et si l'on accorde ce soutien comme prescrit par Eddy, il faut moins de défense à cet égard et cela peut en fait contrer les faits. Lors de ces premières années, nous ne sommes pas réussi à réduire les interventions dont les factures impayées ou les soins de santé parce qu'on n'avait pas suffisamment investi dans l'accompagnement. Donc voilà mon appel à vous. Il faut prévoir suffisamment d'accompagnement et d'encadrement pour que les clients apprennent à gérer les systèmes de l'enveloppe ou comme Suzy l'a déjà dit, le système d'épargne. Il faut faire en sorte, que les clients créent une certaine réserve qu'ils peuvent utiliser si nécessaire. Pour nous, ce n'est pas non plus quelque chose de statique. La collègue de Suzy l'a déjà dit, ce n'est pas statique du tout. Nos principes de soutien sont régulièrement examinés. Pas uniquement le soutien complémentaire, mais l'ensemble et dans ce cas, on essaye de tenir compte plein d'éléments, entre autres la vulnérabilité des groupes, l'évolution de nouveaux groupes cibles. Par exemple, après la période Covid, nous avons constaté qu'il y a beaucoup plus de faillites. Donc, comment atteindre ces groupes cibles? On essaie vraiment de faire une évolution chaque année ou toutes les 2 années. Donc, tous les principes de soutien sont examinés et adaptés si nécessaire. Merci, Dolika. Et merci à Christ aussi. Voilà, nous touchons la fin de l'entretien avec les questions et réponses. Je sais que c'est 2 minutes avant la fin, mais avant de clore, je veux bien écouter Alexandre pour sa mot de clôture et à notre collègue Marike Frédéric qui a suivi toutes vos questions dans le Q&A. Marie, est-ce possible de sélectionner 3 questions
Donc les 3 questions les plus fréquemment posées, ainsi les CPS peuvent indiquer quelles questions ils veulent répondre. Oui? Une première question fréquente concerne les clients dans une MRS ou une autre institution. La question est de savoir si Ready peut être utilisé pour ces clients aussi, et si oui, quelle est l'approche suivie par les CPAS? Deuxième question concerne la période après la deuxième période de subvention. Les CPAS reçoivent maintenant des subventions pour 2 fois 10 mois du SPPIS. Il n'est pas tout à fait clair si le soutien financier sera continué par après. Que faire si un CPAS ne peut plus offrir ce soutien complémentaire à ses clients, on peut offrir moins de soutien? Quelle est l'approche suivie? Quelle communication est faite vis-à-vis des clients? Troisième question, concernant les enfants qui habitent toujours chez les parents mais qui disposent d'un propre revenu, comment est-ce qu'on le prend en compte? Est-ce que c'est tout le revenu, un montant limité ou rien? Quelle est l'approche des CPS? D'accord, merci Marike. Voilà, je crois que ces questions sont limpides. La première question concerne donc les clients avec une résidence dans une institution comme une MRS. Deuxième question concerne la suite, donc que faire après la période des subventions? Si la subvention cesse d'exister après 2 ans, que fera le CPS au niveau du soutien financier complémentaire et quelle est la communication vis-à-vis des clients? Et troisième question, les revenus des enfants qui habitent toujours chez leurs parents, est-ce que ces revenus sont tout à fait intégrés dans le diagnostic ou pas? Vous pouvez peut-être lever votre main qui veut répondre à la première question. Oui, Zulika? Désolée, je trouvais pas ma petite main dans Zoom, mais bon. Donc voilà, pour les personnes qui résident dans une MRS, on fait les calculs pour le conjoint qui reste à domicile. Donc le revenu familial est considéré comme ensemble pour les 2 partenaires et on calcule le montant qu'a besoin, le partenaire qui reste à domicile. Ce montant est dédié des revenus et ensuite on tient compte, du montant restant pour la, facturation des MRS. Surtout aussi dans, ce secteur, on, va calculer le soutien comme pour d'autres clients. Je vous l'ai déjà dit, on tient compte tous les revenus, donc aussi l'assistance sociale, donc les budgets de soins ou, le secteur, donc on tient compte de tous ces éléments et on va calculer, le montant nécessaire pour la résidence et d'autres dépenses. En Flandre, les règles ont changé. Dans certaines situations, ils doivent payer leur propre femme de nettoyage, donc tous ces éléments sont pris en compte pour les dépenses. Le micro de Bérénice n'est pas allumé. Je crains que ton micro ne soit pas allumé. Merci. Oui, si vous avez des ajouts, n'hésitez pas à lever votre main. Si ce n'est pas le cas, on peut passer à la deuxième question. Des volontaires pourraient répondre. Oui, Philippe? Oui, je crois que la réponse est très facile. On le faisait déjà avant l'existence des subventions, donc on va aussi continuer de le faire si la subvention cessera d'exister. Je ne crois pas que notre système ou approche sera adapté et dépendra de la subvention. Oui, Christ? Nous avons aussi notre propre budget. Notre système n'a pas été modifié en raison de la subvention. Nous espérons
que nos budgets réguliers suffisent parce qu'il n'y a pas de garantie de la continuation après 2025. Si on le saurait, donc il y a plus de subventions ou une subvention plus structurelle, je crois que les règles seraient un peu adaptées. On pourrait intégrer d'autres formes de soutien. À l'heure actuelle, il y a des formes de soutien liées à d'autres subventions, donc c'est peut-être une bonne idée de voir ce qu'il y en a de la participation sociale ou la prime énergétique sont plein d'éléments séparés dans les calculs, hein. Il faut vraiment les séparer, mais en fait, ce sont des formes de soutien qu'on peut intégrer dans le REDI. Pour le moment, c'est pas possible parce qu'il faut des calculs séparés. Donc, ce serait une bonne idée de de créer un ensemble intégré, cela simplifierait aussi, le niveau administratif. D'accord, merci. Et puis la dernière question qui concerne les revenus des enfants qui travaillent déjà. Dans quelle mesure ou comment est-ce que vous les prenez en compte? Quelqu'un qui veut répondre à cette question? Oui, Suzy a levé sa main. Oui, dans ce cas, si les enfants travaillent déjà, on calcule une, contribution de 350 €. Ainsi, on a un certain équilibre au sein de la famille. Il existe une, exception s'il s'agit de personnes qui ont droit au, RIS. Il n'y a, pas de contribution à payer, c'est en accord qu'on décide cela. Cette convention a aussi été formalisée, mais sinon, il y a donc 350 €, hem, comme, introduit dans REMI. D'accord, c'est clair, merci Suzy. Avant de passer la parole à Alexandre, je tiens à vraiment remercier les CPAS, hem, qui ont pris la parole pour libérer du temps, pour, expliquer très clairement leurs pratiques. S'il y a encore des questions qui sont restées sans réponse, n'hésitez pas à les poser par le help desk. Donc, il y a un lien publié sur notre site web et dans le chat. Donc, c'est le message qu'a envoyé Anna. On vous demande de ne pas tous et toutes envoyer des mails aux CPAS qui ont pris la parole ici aujourd'hui. Ils ont déjà libéré beaucoup de temps pour préparer le webinaire, donc on veut pas qu'ils reçoivent 1000 questions après. Envoyez les questions au helpdesk et si nécessaire, on peut, envoyer ces questions aux CPS en question et vous communiquer leur réponse. Alexandre, je te donne la parole ou aux collaborateurs du SPP Intégration sociale qui vont sans aucun doute répondre aux questions et remarques de Christ concernant l'état des lieux des subventions. Merci Bérénice et merci en tout cas à tous qui ont participé et partagé leur expérience, les 4 CPS. Vraiment un tout grand merci. J'espère que vous y avez trouvé du soutien, hein, pour mettre en œuvre cette politique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Le temps est limité, donc on n'a pas pu apporter des réponses à toutes les questions, mais on le fera individuellement et on essaiera aussi à partir des questions les plus fréquentes de mettre des FAQ sur notre site. Vous avez également des sessions de rafraîchissement qui sont prévues fin octobre. Donc, c'est également une possibilité pour vous de continuer à récolter de l'information. Alors, il y avait une demande tout à fait légitime quant aux modalités de contrôle que nous allons appliquer par rapport à cette subvention. On y travaille pour nous aussi, c'est nouveau, donc c'est comme pour vous. On aura un manuel qui sera mis à votre disposition en décembre. Je peux déjà vous dire qu'on essaye que
l'impact pour vous en termes de charges administratives soit le plus léger possible. Donc, on va travailler avec le rapport unique et mes services auront accès aux données de Reddy pour pouvoir faire le contrôle avec les données que vous introduisez dans le rapport unique et ça se fera en on-desk. Euh, je voulais également aborder une question qui a été posée, auquel malheureusement je ne peux pas apporter de réponse définitive, c'est qu'est-ce qu'il advient après ces 2 années de subvention. Sachez que c'est une expérience, c'est une politique expérimentale qui a été lancée au niveau fédéral et que donc elle fera l'objet d'une évaluation. Nous avons maintenant pu sélectionner le sous-traitant qui va procéder à l'évaluation. Donc, on va très rapidement réunir le comité d'accompagnement pour pouvoir effectuer l'évaluation du dispositif parce que il est légitime que le gouvernement dispose d'éléments d'évaluation pour pouvoir prendre une décision après les 2 années de subvention. Il est donc trop tôt de dire ce qu'il adviendra de ce subside après 2014. Ce sera le nouveau gouvernement qui prendra la décision, mais il le fera en tout cas en connaissance de cause sur base d'éléments d'évaluation. Voilà, merci donc aux 4 CPS qui ont accepté de partager. Merci aux collaborateurs du CEBUT et à mes collaborateurs qui ont suivi le webinaire. Et puis, je voulais encore vous remercier toutes et tous. Vous étiez plus de 500 à avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous y avez trouvé de l'information utile pour pouvoir mettre en œuvre ce nouvel outil. Et n'hésitez pas donc à contacter soit le CEBUT, soit mes collaborateurs pour des questions plus précises. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt.